Oui, il y a le dossier qui s'en vient. Je commence la rédaction la semaine prochaine. Et c'est un dossier qui touche les vaccins, la médecine militaire expérimentale et les cristaux liquides. Il y a un lien entre les trois. Le lien, justement, entre les trois et les enquêtes que j'ai faites à ce niveau-là, niveau bien terre-à-terre, niveau physique, pour savoir qu'est-ce qui pouvait exister à propos de ces trois domaines-là et comment ils étaient interreliés entre eux. J'ai tellement d'enquêtes, de dossiers que je mène de front à l'heure actuelle. Il y a des urgences, parce que j'ai considéré que l'urgence du domaine de la santé passait avant celui de la conspiration du Verseau, parce que ça nous touche de près, puis qu'on était en train de parler à l'heure actuelle d'un milieu journalistique d'un autre vaccin qui s'en venait au Québec, que j'ai décidé de faire le dossier qui est consacré, je pourrais dire, enfin, au tripotage pharmaceutique et médical sur le dos de la population. Mais ça ne veut pas dire que le volume au niveau de la conspiration de l'Arche Verseau, les gens ne l'auront pas entre les mains pour la simple raison, comme je disais tout à l'heure, que le manuscrit est déjà fait, il y a 250 pages, il est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est de le taper en caractère de composition et puis de l'apporter à l'imprimerie. Ça, je ne peux pas faire ça tout de suite, parce que pour l'instant, je vais sortir d'ici 2-3 semaines le dossier qui va avoir au-dessus de 100 pages, qui va sortir sous forme de volume et qui touche de plein fouet le problème de la vaccination, de l'expérimentation militaire au niveau médical et l'intrusion de ce qu'on appelle la high-tech, au niveau de technologie de pointe dans le domaine médical et autres, qui s'appelle le cristal liquide. Parfait. Alors, on a vécu au Québec il y a à peine 1 an et demi la vaccination massive de la méningite des enfants de 2 ans à 25 ans. Là, il fallait se faire vacciner, puis c'était une obligation, même si on avait des enfants à l'école, on disait on ne veut pas que mon enfant soit vacciné, on retournait l'enfant à la maison avec un document, il fallait que les parents remplissent les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas que leur enfant soit vacciné. Il y avait vraiment une pression, là, c'était psychologique, mais on ne pouvait pas en sortir. J'en connais très peu qui ont passé à travers sans faire vacciner leurs enfants. On prépare une nouvelle masse, une vaccination massive encore? On prépare d'autres choses, mais pour revenir à la vaccination qui a eu lieu en 92, Pour la méningite. moi j'ai communiqué avec la salle des nouvelles de Radio-Canada. Je suis en contact avec des journalistes ici, au Québec. Je suis en contact avec des journalistes aux États-Unis, en Australie et en Europe. On est constamment en contact pour des échanges d'informations. En ce qui a trait au Québec, lorsque j'ai communiqué avec la salle des nouvelles, je voulais savoir, moi, quels étaient les journalistes qui, en 92, s'étaient penchés sur la vaccination qui était en préparation. Et par le fait que j'avais posé la question, la journaliste avec laquelle j'ai parlé, on est encore en contact quand même, s'est informée auprès d'autres journalistes et elle a eu le choc de découvrir, en posant des questions, qu'il n'y a aucun journaliste qui avait fait une recherche en profondeur pour connaître qu'est-ce qui motivait une nécessité de vaccination à ce moment-là. Donc, il a été obligé de se rendre à l'évidence qu'aucun journaliste n'avait fait un travail d'approfondissement puis que le gouvernement avait passé une campagne de vaccination sans que qui que ce soit sache exactement pourquoi. C'est très grave. On n'a pas ici au Québec beaucoup de journalistes d'enquête. Hein. Le journalisme d'enquête n'est pas une tradition et c'est excessivement malheureux parce que ça permet aux instances politiques, aux consortiums financiers de faire à peu près n'importe quoi sans être badrés par personne. Ils ont un terrain d'expérimentation parfait avec la population parce qu'il n'y a personne pour défendre et informer la population. Ils se contentent de recevoir les communiqués de presse, de lire le communiqué de presse, d'assister à des conférences de presse toutes bien montées, puis ils prennent l'information, puis ils le digèrent, puis ils la redonnent à la population. Justement, Ils fouillent pas. À cet effet-là, ici, j'ai la carte que je peux montrer, en fin de compte, à la télévision, cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Bon. Donc, j'ai communiqué avec cette personne qui est l'attaché de presse du cabinet du ministre parce que je voulais avoir une copie du communiqué. Le communiqué identique qui avait été remis en 92 aux journalistes pour les informer qu'il y avait un problème au niveau d'une épidémie et que ça nécessitait une vaccination à large dans la population. Alors, dans ce communiqué-là,
Vous avez soulevé un point ici dans ces phrases-là. Ça dit quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est à la suite de recommandations formulées par le groupe technique sur les infections à méningocoque, donc sur la méningite, formé de spécialistes en santé publique, que le ministre a recommandé au Conseil des ministres de prendre cette décision aujourd'hui au niveau d'une campagne de vaccination. Donc moi, lorsque j'ai communiqué avec la personne au cabinet du ministre, on ne parle pas d'un fonctionnaire, on ne parle pas d'un sous-ministre, quoi que ça, on parle du cabinet du ministre, où la décision a été prise en 92. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé du Québec, qui est encore en passe à l'heure actuelle. Martin Côté. Oui. À ce moment-là, j'ai dit, écoutez, vous parlez groupe technique sur les infections. De qui était composé ce groupe technique? J'ai jamais eu de réponse. Ça commençait très bien. Deux, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit, on ne le sait pas. ben, ils ont dit, écoutez, c'est tel groupe, on tournait autour, tu sais, sans donner de réponse. On n'a pas sous les yeux ces informations-là. Ben, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais les obtenir? Ça serait très difficile. C'est terminé depuis longtemps. Depuis longtemps, ça fait tout de même juste un an. C'est pas un document historique. Il ne faut pas remonter au Moyen-Âge pour l'avoir quand même. Tu sais. À l'intérieur de ça, ben, tu vois, tu demandais, Québec, 2 décembre 82, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Marc-Yvan Côté, annonce que le gouvernement du Québec a décidé de procéder à une vaccination élargie, et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui est en poste, c'est toujours lui qui est en poste. Je continue à ce niveau-là. Donc, j'ai dit, qui était à la tête de ce groupe de spécialistes-là? Ah, elle m'a dit, c'est un médecin, un tel, mais il a démissionné, à date, on ne sait pas où il est rendu. Bizarre. Le ministère engage un spécialiste. Le spécialiste fait des recommandations à partir d'enquêtes, tu sais, à partir d'analyses. Et tout d'un coup, le gars qui est en charge de ça, il disparaît, personne ne sait où il est. Donc, j'ai dit, il est-tu possible d'avoir une copie? OK? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le document que j'ai entre les mains ici, c'est le document que les journalistes ont reçu. OK? Ils n'ont rien su d'autre que ça. Il y a 3 pages ici. Okay? Puis là, on s'est contenté de ça, puis on a dit, bon, ben, écoutez, il y a un groupe technique, on a annoncé ça aux nouvelles le soir, bon, ben, tout le monde s'est dit, écoutez, le gouvernement prend soin de nous autres, mais personne n'a fait d'enquête pour poser les questions que moi, je pose aujourd'hui, puis qui a surpris les gens à la salle des nouvelles pour se rendre compte qu'eux autres mêmes, personne n'avait fait leur travail dans ce sens-là. Donc, moi, je demande, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, est-il possible d'avoir les conclusions de ce rapport-là? Savoir sur quoi ça a été basé de prendre une décision. On ne vaccine pas une population complète pour le fun. Impossible d'avoir le rapport en question. Donc là, je lis à la page 3 du document ici, à la fin de la page. Okay? Depuis le début de l'année 92, la situation épidémiologique établit à 145 cas le nombre d'infections à méningocoque déclarées au Québec, dont 14 ont entraîné le décès. Mais, la deuxième phrase est importante, à la même période, en 91 et 90, on comptait 130 et 109 cas et 16 et 8 décès. Donc, on a un choc quand on le sait, on se dit, écoute donc, en 91, il y avait 14 décès, ils n'ont jamais pensé à une campagne de vaccination. OK? Il y en avait 16 ici, c'est ça. En 91, il y avait 16 décès. On ne décide pas d'une campagne de vaccination, mais en 92, il y en a seulement 14. Là, on décide qu'il y en a une, c'est logique. Pas moyen de savoir pourquoi. Donc, je continue mes recherches à ce niveau-là pour pousser un peu plus loin, en fin de compte. Et à ce moment-là, j'essaie de savoir, d'un palier à l'autre, et je ne compte pas le nombre de coups de téléphone, de fax, d'interurbains, de tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de gratter, c'est des brides d'informations. Donc, j'essaie de découvrir quelle était la compagnie responsable de la fabrication du vaccin au Canada. Ça m'a quasiment pris une semaine pour avoir juste le nom de la compagnie, pour finir par découvrir au bout de la ligne que c'était la Connaught Laboratories située à Willowdale, en Ontario. Première chose que j'ai fait, c'est d'une façon peut-être naïve ou je sais pas, j'ai communiqué avec la Connaught Laboratories en Ontario. Je lui ai envoyé un fax, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, je serais intéressé de savoir quels sont les autres produits pharmaceutiques que vous fabriquez. J'ai eu affaire à une gang de paranoïaques. Ils se sentaient menacés, on ne voulait pas répondre aux questions, ça ne me regardait pas, même si je leur disais, écoutez, c'est de l'information publique. Je peux l'obtenir ailleurs, ben c'est ça, obtenez-la ailleurs, monsieur. Ça a été la réponse de la compagnie qui avait fabriqué le vaccin. Quand j'avais parlé avec l'attaché de presse du cabinet du ministre,
J'ai dit, écoutez, a commencé où cette épidémie-là? Ben, tout le monde sait que ça a commencé dans la région de Hull. J'ai dit, ça a commencé dans la région de Hull. Êtes-vous au courant, puisqu'il y a juste un pont qui traverse, qui relie, en fin de compte, Hull à Ottawa du côté ontarien? Êtes-vous au courant si l'épidémie a traversé le pont? J'ai jamais eu de réponse. Le virus s'arrêtait à la frontière. Justement, êtes-vous au courant si le ministère de la Santé en Ontario a fait une vaccination locale ou quoi que ce soit? Aucune réponse, adressez-vous à vous autres. J'en ai perdu mon latin d'essayer de m'adresser à des ministères qu'on est toujours renvoyé d'un fonctionnaire à l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer des preuves là-dessus. Et au bout de la ligne, on n'a jamais obtenu de réponse, mais on nous répète toujours la même chose de se référer d'un à l'autre. Obligé de se rendre compte au bout de la ligne qu'on n'est pas intéressé à ce que certaines choses sortent. Je communique avec Communication Québec, eux autres me disent, écoutez, vous allez avoir les informations du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Bon, et moi, je communique avec le bureau, on me dit, merci de votre télécopie du 15 novembre 93, je peux vous confirmer que notre bureau n'a aucun renseignement au sujet des compagnies énumérées dans votre télécopie. Ces compagnies ne sont pas régies par notre bureau. Ça, c'est le surintendant des institutions financières au Canada qui n'est pas au courant dans les ordinateurs si ces compagnies-là existent. C'est des compagnies pharmaceutiques. Ça aussi, ça n'a pas de sens, OK? Quelle était la liste? Ça, je vais la montrer tout à l'heure. Donc, on me réfère en recommuniquant avec Communication Québec, on me réfère encore une fois à un autre bureau du gouvernement fédéral qui est le bureau de l'Industrie Sciences Technologies Canada. Moi, j'appelle un bonhomme qui s'appelle Steve Sharp, S-C-H-A-R-F. Je lui demande, j'ai dit, écoutez, j'ai une liste de compagnies pharmaceutiques et autres. Êtes-vous capable de me sortir des informations? Quelles sont ces compagnies-là? Quelle place qu'elles sont situées au Canada? Quels sont les produits qu'elles fabriquent? Aucun problème, monsieur, envoyez-nous ça, on a toutes les informations. Okay? Donc, j'envoie à ce monsieur Char, en fin de compte, un fax pour lui demander, écoutez, Industrie, Sciences, Technologies Canada, informations concernant les compagnies affiliées à la CDC Life Sciences Incorporated. Parce que j'avais fait des recherches dans le volume publié par Statistique Canada au niveau des liens de compagnie, des liens de parenté entre compagnies. J'avais découvert que la Connaught Laboratories, qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, appartenait à un consortium qui était la CDC Life Sciences Incorporated, sur laquelle j'ai jamais eu aucune information. Mais ce qui était quand même important de remarquer, c'est que cette CDC Life Sciences Incorporated est une compagnie qui contrôle. Et là, la liste est quand même assez impressionnante au niveau de mes notes personnelles ici. Elle a un 12,6 % de contrôle au niveau des investissements dans l'Institut Mérieux, qui est un institut de produits pharmaceutiques français, 100 % de contrôle dans 2 compagnies à numéro, 100 % de contrôle dans le Bio Research Laboratories, Bio, B-I-O, 100 % de contrôle pour la Steel Chemical Company, 100 % pour la Connaught Laboratory, donc elle la contrôle complètement, mais impossible d'avoir des informations sur CDC Life Science, 100 % d'informations sur la Connaught Biologic et 35,4 % sur les laboratoires nordiques. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que les laboratoires nordiques, même s'il y a un nom français, est une compagnie dont le siège social est aux États-Unis avec une filiale au Québec. Là, on se pose des questions. En plus, ce que j'ai découvert, si on prend le lien de code ici de cette CDC Life Sciences Incorporated, on découvre qu'elle a 19,3 % d'investissement dans les actions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc là, on se retrouve avec une compagnie privée qui a des investissements dans une autre compagnie qui, elle, ne doit pas l'être, en fin de compte. Comment ça se fait qu'il y a des intérêts privés au niveau d'un consortium pharmaceutique qui contrôle une compagnie qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, a 19,3 % d'investissement des actions dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et si on regarde le code qui est défini, en fin de compte, par Statistique Canada, le code nous réfère fonds d'investissement gouvernementaux. Donc, on se retrouve dans une situation à se demander, écoutez donc, c'est une compagnie canadienne, un consortium canadien. Comment est-ce que ce consortium canadien peut avoir des fonds d'investissement gouvernementaux dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec?
Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Encore beaucoup moins. Poussez encore un peu, puis vous aurez peut-être des démissions demain matin au gouvernement. Soit des émissions, des démissions ou des moyens de pression qui vont m'être faits ou une tentative d'assassinat ou peut-être même, je ne sais pas, moi, une arrestation ou quoi que ce soit. Démolir la réputation de quelqu'un pour être sûr, en fin de compte, que la personne ne peut pas continuer son travail. C'est une de leurs spécialités la plupart du temps. Pour en revenir à ce monsieur Steve Sharp, Radar. Radar est leur système informatique au niveau du ministère de l'Industrie, Sciences et Technologies Canada pour tout ce qui touche les compagnies enregistrées au Canada. Monsieur Sharp n'a jamais voulu m'envoyer un fax pour me dire par écrit qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus. Il a fallu que je l'appelle sur Internet pour qu'il me dise par téléphone qu'on n'a aucune information là-dessus. Est-ce que vous savez où je peux en obtenir? C'est quand même important. Ouais. Donc là, on me dit, écoutez... Alors que lui disait qu'il pouvait avoir n'importe quelle information. N'importe quelle information au départ. On me dit, écrivez à l'Inspection générale des institutions financières au Québec. Je renvoie la même liste. Ça fait deux fax que j'envoie à l'Inspection générale des institutions financières du Québec. J'ai jamais eu de réponse encore. Toujours sur les mêmes compagnies. Combien de temps, ça fait combien de temps? Ah, écoutez, ça là, date du 15 novembre. 15 novembre, ça va très vite avec le fax. On sauve des mois de travaux, en fin de compte. La lettre site est datée du 28 octobre, donc ça fait 2-3 semaines quand même que je travaille pour avoir des informations à propos de ce dossier-là. Ici, gouvernement du Québec, ministère de l'Industrie du Québec et de la Technologie, qui est un autre ministère encore, OK? L'expéditeur est un dénommé Jean Lefebvre avec ses numéros de téléphone, numéro Lefebvre, Direction régionale de Montréal. Suit tel que demandé l'information sur 2 entreprises sur lesquelles j'ai pu trouver des données. Pour les autres, je peux toujours vous suggérer, si ce n'est pas déjà fait, de contacter l'inspecteur général des institutions financières à Ottawa, justement celui qui me disait qu'il n'était pas capable de me fournir quelque information que ce soit. Donc, on réfère d'un ministère à l'autre et sur un dossier excessivement important, les 2 compagnies sur lesquelles j'ai reçu des quelques très faibles informations, parce que ça ne me donne pas, en fin de compte, la majeure partie des produits fabriqués par eux sont les laboratoires nordiques et laboratoires bio-recherche. La Bio Research Laboratory. Mais la Connaught Laboratory, celle qui a fabriqué le vaccin, aucune information n'est disponible nulle part. Donc, je t'ai montré tout à l'heure que par rapport à l'inspecteur général des institutions financières au Québec, il y a un fax ici daté du 15 novembre, OK? Et il y en a un autre ici, un autre que j'ai redaté aussi du 15 novembre avec d'autres informations. Puis il y en avait un autre plus loin qui est daté, celui-là est daté du 15 novembre, celui-là est daté du 19 novembre 93. Toujours pas eu de réponse à date là-dessus. Donc on ne veut pas vous dire... On veut pas, on m'accuse à l'heure actuelle au niveau journalistique, ces compagnies-là m'accusent et même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, c'est pas moi qui crée le mystère, on crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Parce que ces compagnies-là sont enregistrées quelque part. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et qui a touché tout le monde. Qui a touché tout le monde dans la population, puis il est impossible. Et que tout le monde pourrait réclamer comme information. Pourrait faire réclamer comme information, à juste titre. Et là, le pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, elle a dit, écoutez, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les 2 combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en 2 un cristal liquide,
d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Donc, le dossier, le volume que je sors, puis tous les gens qui voudront avoir des informations là-dessus, ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle, parce que ça touche directement à leur santé, de ne pas se gêner pour appeler, demander des informations, je vais leur envoyer de la documentation, d'en parler partout dans leur milieu et de s'arranger pour commander, en fin de compte, ce volume-là qui va toucher les vaccins. Donc, il va y avoir une historique complète de la vaccination dans mon volume. Deuxièmement, médecine militaire expérimentale, j'ai un historique complet de la CIA et des différentes formes d'expérimentation qu'ils ont fait. Cristaux liquides, je vais avoir un chapitre sur les cristaux liquides et mes démêlés de septembre, octobre 1993 avec le département de chimie, biologie, physique et de médecine de l'Université de Montréal avec les noms des professeurs avec lesquels j'ai communiqué et les informations qu'eux-mêmes étaient incapables de me donner parce que le secteur de recherche n'était pas rendu aussi poussé par rapport aux questions que je leur posais, alors que je leur révélais que ces secteurs de recherche-là étaient déjà en application au niveau de la CIA aux États-Unis. Ils ont dit, écoutez, on aimerait avoir des informations là-dessus, parce que nous autres, on n'est pas rendus aussi loin que ça. Ben là, ça, vous dévoilez tout ça là, sur l'émission des autoristes. J'en suis très conscient, puis je veux que les gens se réveillent parce que c'est leur santé qui est en jeu. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, ça fait plus qu'une fois. Et dans la conférence que je donnais samedi dernier, il y a une personne digne de foi qui s'est levée dans la salle, digne de foi parce que ça m'avait été rapporté par d'autres personnes. Il y a des auditeurs qui ont appelé Gilles Proulx à CGMS à Montréal et qui ont parlé du la minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ils ont dit, écoutez, M. Proulx, ce volume-là, et ainsi de suite. À mot couvert, Gilles a été obligé de dire sur les ondes de CGMS qu'il avait carrément les mains liées par la direction de l'information de CGMS et qu'il ne pouvait pas parler de ce volume-là. Donc, les gens dans la population, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient commencer, d'après moi, à réfléchir et à se poser des questions. Pourquoi, dans une société démocratique comme la nôtre, où absolument tout est permis, toutes les modes, toutes les formes de pensée sont permis, comment ça se fait que le seul volume qui est interdit de publicité par la direction des informations, radio, télévision, journaux au Québec et au Canada, c'est justement ce volume-là. C'est parce qu'il renferme des choses que les autorités politiques en place ne veulent pas que ces informations-là soient accessibles à la population. Ça, c'est clair et net. Il y a une manipulation. Il y a une manipulation et c'est à la population elle-même de réagir par rapport à quelque chose de semblable et de dire, écoutez, nous autres, on veut savoir ce qu'il y a dans ce volume-là, on veut l'avoir, puis on va poser des questions publiquement. Je crois que le temps est venu, avec 94 qui s'en vient, et que je considère 94 comme étant l'année des mises au point, des règlements de compte, puis du fait de démasquer des situations que ça fait trop longtemps que ça traîne, puis ça fait trop longtemps qu'ils sont cachés aux populations. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas de système déjà tout mis en place pour empêcher? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelques situations que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. C'est parce qu'il manque encore certains éléments et cette date à laquelle eux auraient décidé en fin de compte d'imposer un système semblable, ben, peut être reculé tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Prochaine vaccination massive, c'est une On vaccination... prévoit, parce que le journaliste de Radio-Canada m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'en venait au Québec au niveau possiblement de l'hépatite B. Je vois pas d'épidémie nulle part, tu sais. Puis je pense pas qu'il y en ait en vue, à moins d'en provoquer une d'une manière volontaire.
Mais elle me disait, elle dit, écoutez, elle dit, il y a des rumeurs qui circulent ici à Radio-Canada sur une vaccination qui s'en vient, puis il y a des rumeurs qui circulent au niveau des effets de la combinaison de 2 vaccins indépendants à cause de ce que j'étais en train de lui révéler. D'ailleurs, les journalistes de Radio-Canada et d'autres journalistes un peu partout à l'heure actuelle, tant en Australie qu'aux États-Unis, en Europe ou au Québec, en fin de compte, attendent la sortie de ce dossier. Écoutez, ici sur l'ésotérisme expérimental, en 1983, on vous avait parlé des trafics d'organes, c'est-à-dire des enfants dans des pays sous-développés qu'on nourrit, puis grâce à l'argent qu'on envoie dans des œuvres de charité que vous connaissez, qu'on voit régulièrement à la télévision, qui disent parrainer des enfants dans des pays sous-développés, et puis à un moment donné, on rapatrie ces enfants-là dans des familles d'accueil et on les fait passer la frontière en pièces détachées. On vend le cœur, on vend les reins, on vend des organes, et c'est très lucratif. Ils reçoivent l'argent de la population qui a un bon cœur pour nourrir les enfants, pour les garder en bonne santé. Puis en plus, ils font de l'argent au moment où ils retournent les organes dans certains réseaux qui sont prêts à payer le gros prix pour avoir un rein qui est élevé, qui a été nourri par un être qui était en bonne santé dans des pays où les gens n'ont pas les systèmes de surveillance que nous avons, mais c'est encore maintenant un grand point d'interrogation à se poser quand Serge Mona nous dévoile des dossiers sur les vaccinations massives, sur ce qui se passe ici dans notre société. Avons-nous vraiment des journalistes compétents? Je vais juste faire une parenthèse, c'est rare que je t'interromps pendant une émission. C'est que je me souviens qu'à l'été 92, Jacques Languérin, qui a des émissions à Radio-Canada, Jacques m'avait envoyé justement un dossier à propos du trafic d'organes sur la planète, dossier que j'ai jamais eu le temps de publier, parce qu'il était aussi interrelié avec le trafic de la prostitution d'enfants dans certains pays asiatiques où les enfants à 10-11 ans sont très beaux, puis qui servent de pâture, en fin de compte, aux différents touristes de différents pays, puis personne n'a voulu toucher à ça en profondeur à l'heure actuelle. Non, parce qu'il y a même un organisme international qui s'appelle qui est impliqué dans ces réseaux de trafic d'enfants.